Nous ne pensons pas que nous soyons obligés de réformer systématiquement les retraites. Vous constaterez que depuis les années 90, on a assisté à 5 ou 6 réformes d'ampleur du système des retraites, qu'on a dites souvent paramétriques, qui ont porté sur les durées de cotisation requises ou sur l'âge légal auquel on peut faire valoir sa pension. Force est de constater qu'aucune de ces réformes n'était arrivée à son terme, pratiquement, qu'une nouvelle réforme nous était annoncée. C'est exactement le cas en ce moment. La dernière réforme qui a eu lieu date de 2014, elle a consisté à nouveau à un allongement de la durée de cotisation. On irait à 43 ans, à un alignement des durées de cotisation, tout régime confondu. Cette réforme entre en œuvre progressivement. Elle n'est pas arrivée à son terme, qu'on nous dit déjà qu'il faut à nouveau réformer, et là pour le coup réformer de manière radicale, puisqu'on supprime l'existant pour créer un nouveau système de retraite. Or, nul n'a démontré que notre système était en difficulté. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit que nous avons un déséquilibre des systèmes de retraite à horizon 2030 de l'ordre, selon les projections, de 8 à 17 milliards d'euros, mais il nous dit aussi qu'au-delà, les régimes de retraite, toutes choses égales par ailleurs, se rééquilibreront du fait de l'effacement de la bulle démographique du papy-boom, et que, parallèlement, 1% d'augmentation des cotisations permettrait d'assurer l'équilibre à horizon 2030, ce qui n'est pas, de notre point de vue, insurmontable du tout du point de vue de la compétitivité de l'économie dans ce pays. Le système de retraite en France, c'est ce qu'on appelle un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que ce sont les salariés actifs qui consacrent une part de leur salaire, la cotisation sociale, négociée avec les employeurs justement, à la retraite des pensionnés, à la pension des retraités. C'est-à-dire que ces cotisations payent les pensions immédiatement des retraités. Il n'y a pas de thésaurisation ou de capitalisation. Les cotisations sont immédiatement reversées sous forme de pension aux retraités. Ce qui m'amène d'ailleurs à attirer l'attention sur un défaut de langage lorsqu'on parle, par exemple, ce que représentent en termes de dépenses publiques les retraites dans ce pays. On a beaucoup parlé des 310-320 milliards d'euros chaque année, 14 points de PIB. Ça n'est pas de la dépense au sens où ça ne part pas dans un bas de laine. C'est une part de salaire qui est immédiatement redistribuée sous forme de pension, et les retraités consomment comme tout un chacun. Ils se nourrissent, ils se logent, ils se transportent. Quand ils sont encore en forme, ils font un peu de tourisme. Quand ils le sont moins, ils font appel à de l'aide à domicile, donc ils créent de l'emploi, y compris les EHPAD, quand malheureusement il n'y a pas d'autres solutions. Et donc ça n'est pas inactif. Ça n'est pas de la dépense, ça fait partie du fonctionnement de l'économie dans son ensemble, premièrement. Donc c'est une façon, là aussi, de renverser les choses et de voir un peu plus positivement les choses, parce que dans ce pays, on ne sait plus parler qu'en termes de dépenses. On oublie qu'un service public, ça n'est pas une dépense, c'est une forme de redistribution des richesses produites par l'économie qui assure un certain nombre de services à égalité à tous les citoyens. Le système dit universel des retraites, il masque deux choses. Premièrement, aujourd'hui, notre système actuel de retraite garantit un droit universel à la retraite. Tout un chacun a un droit à la retraite. Ça ne dit pas que c'est parfait, qu'il n'y a rien à faire, mais quand on nous dit qu'on va mettre en place un système universel, on oublie tout simplement qu'on a d'ores et déjà un système universel de retraite. Ce que ça masque, en réalité, c'est qu'on va vers un système qui intégrera dans un même régime l'ensemble de la population. Salariés, non salariés, exploitants agricoles, professions indépendantes, chefs d'entreprise, bref. Et le résultat de cela, c'est qu'en dernier ressort, la responsabilité sera celle de l'État. C'est-à-dire qu'on va confier l'ensemble du système de retraite à la tutelle de l'État. C'est inévitable parce qu'une organisation syndicale, par exemple, n'a pas de légitimité à négocier ce que sera demain la pension
d'un avocat, profession libérale, d'une profession indépendante ou d'un exploitant agricole. Nous ne demandons pas à négocier l'ensemble en lieu et place de l'État, ça n'est pas notre rôle, nous ne serions pas légitimes, mais nous pensons que pour ce qui concerne les salariés et l'activité économique de l'entreprise, il faut conserver une part négociée entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés, à côté de la dimension d'ordre général, d'intérêt général, qui est sous tutelle de l'État. Clarifier ce qui relève de la responsabilité de l'État au titre de l'intérêt général et du financement de l'impôt, de ce qui devrait continuer de relever de la négociation collective et qui a le mérite, à mon avis, et c'est notre conviction du rôle du syndicat, de l'action syndicale, de trouver les meilleurs équilibres entre les impératifs de l'économie de l'entreprise et la rémunération du travail qui revient aux salariés qui font que l'activité économique de l'entreprise se porte bien ou mieux. Que le leitmotiv du gouvernement soit la responsabilité du point de vue de l'équilibre des systèmes des retraites, de l'évitement de déficit, de la dette que nous laisserions aux générations futures, ce discours, on le connaît. La question, elle mérite dans ce cas-là d'être posée plus globalement, parce qu'on nous met systématiquement en avant le niveau de dépenses publiques dans ce pays, parce qu'on simplifie toujours avec une appellation péjorative ce que la nation investit, soit en matière sociale, soit en matière de services publics, on le qualifie de dépenses publiques. Je conteste cette notion, mais si on va sur ce terrain-là, puisqu'on évoque les 310 à 320 milliards d'euros chaque année que représentent les prestations de retraite, eh bien moi je rappelle que c'est le ministre des Comptes publics lui-même, M. Darmanin, qui évalue au bas mot à 140 milliards d'euros chaque année ce que représentent les aides publiques aux entreprises sous forme de crédit d'impôt ou d'allègement de cotisations sociales ou d'exonération de cotisations sociales. Et donc, c'est près de la moitié de ce que représentent les prestations de retraite. Donc, si on doit parler de dépenses publiques, eh bien, les 140 milliards d'euros en question sont autant de dépenses publiques. Sont-ils efficaces du point de vue de leur objet, notamment en matière d'emploi? J'en doute quand, par exemple, ces aides publiques vont à des entreprises cotées en bourse qui font leur chiffre d'affaires principalement à l'étranger. Les ronds-points, d'une certaine manière, ont été une forme de reconstitution du lien social. Ensuite, la tournure qu'a pris le mouvement des Gilets jaunes l'était beaucoup moins. C'est un double échec. C'est un échec des syndicats de ne pas avoir réussi à se faire entendre, incontestablement. Peut-être que nous n'étions pas assez nombreux et que cet échec vient du fait que nous n'avons pas réussi à convaincre un plus grand nombre de salariés de s'exprimer de cette manière-là. Donc d'une certaine manière, une difficulté qui est une vraie difficulté aujourd'hui d'organiser sur le terrain syndical un salariat qui est beaucoup plus dispersé qu'auparavant. Donc il faut qu'on travaille là-dessus et puis il y a la capacité à peser sur les politiques en matière sociale. On a le sentiment qu'on a plus de mal aujourd'hui. On est plutôt souvent le dos au mur à résister. Ça a été le cas sur l'assurance chômage en 2019. C'est le cas aujourd'hui sur les retraites où on a le sentiment qu'on a plus de mal aujourd'hui à faire progresser les droits et qu'on est plus souvent arc-bouté à essayer d'éviter que les droits que nous avions obtenus dans le passé ne reculent à nouveau. Donc ça, il faut qu'on transforme de manière optimiste l'enjeu de l'action syndicale. Je pense qu'une association telle que Dialogue a le mérite d'offrir un espace de discussion libre, sans formule convenue, en se débarrassant des postures, ce qu'on appelle parfois la langue de bois, et donc permet justement entre les différents acteurs du dialogue social de se comprendre de manière précise et directe et donc d'éclaircir les champs sur lesquels on peut faire avancer les choses.